I'm Sara Pini, Deputy Head of the President Office at the European People's Party. And on behalf of the EPP, welcome to the last episode of this special series of EPP Family Talks on the future of Europe. Today, we will be discussing with Herman Van Rompuy, former President of the European Council and former Prime Minister of Belgium. And in order to honor the linguistic diversity of our union, we will conduct this interview in French. Donc, Monsieur le Président, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Bon après-midi. Bon après-midi. Alors, parlons tout d'abord de cette conférence sur l'avenir de l'Europe qui est le fil conducteur de cette série d'entretiens et qui vient de s'ouvrir hier. Je sais que le comité des régions vous a confié dans ce cadre, pour les aider un peu à préparer cette conférence, la présidence d'un groupe de haut niveau sur la démocratie européenne. Qu'est-ce que signifie pour vous démocratie européenne et quelle place devrait-elle avoir dans les travaux de la conférence? Vous dites bien que, disons, la démocratie est à l'avant-plan de l'ordre du jour de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Et d'une double perspective. D'abord, cette conférence elle-même, en soi, est un exercice de démocratie. Être à l'écoute des citoyens le plus possible. Les citoyens, disons, pas n'importe quel, mais quelque chose qui est représentatif pour la totalité de la population, de sorte qu'on a vraiment une idée des soucis, des préoccupations, des priorités d'une grande partie de la population. Donc, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est comment renforcer la démocratie au sein de l'Europe, au sein de l'Union européenne. Comment faire de sorte que tout ça n'est pas un exercice unique, one-off, comme diraient nos amis anglais, mais que ce soit quelque chose de durable. Comment renforcer toute la prise de décision européenne d'un point de vue démocratique. Et une des idées, c'est précisément, tu y as fait allusion, comment faire participer aussi ceux qui sont le plus près de la population, les élus locaux, provinciaux, régionaux. Vous savez, il y a 1 million de gens qui sont élus directement par le peuple sur le plan local. 1 million. Donc, si d'une manière ou d'une autre, on peut les joindre à la prise de décision, pas d'une façon formelle, mais d'une façon informelle, mais quand même, hein, eh bien, on doit faire un grand pas en avant dans cet effort de démocratiser davantage l'Union européenne. Maintenant, on a le Parlement européen, on a le Conseil des ministres qui représente les États membres, donc il y a 2 chambres, le Parlement directement élu par le peuple européen et les ministres, en fait, qui sont élus au niveau national, et comment y ajouter d'une façon ou d'une autre, hein, sans changer les traités, bien sûr, les élus locaux ainsi que les élus nationaux. Ça, c'est un bel effort, et si on pourrait trouver une formule créative, ce serait une très grande réussite pour la conférence sur l'avenir de l'Europe. C'est bien que vous rappeliez l'importance de nos représentants locaux, ceux qui nous connaissent le mieux, ceux qui connaissent le mieux nos concitoyens. Il y a un autre thème qui sera au centre des débats de la conférence, et c'est celui de la place de l'Europe dans le monde. Or, depuis le fameux incident du Sofagate, plusieurs observateurs ont soulevé de nouveau cette question d'une représentation unique de l'Europe à l'étranger, disons un seul numéro de téléphone, pour le dire comme Kissinger. Qu'en pensez-vous? Oui, je sais que c'est devenu actuel après l'incident de Ankara, mais je dois dire, moi j'ai pratiqué pendant 4 ans, ou 5 ans plutôt, cette représentation externe de l'Union, ensemble avec le président de la Commission, dans le temps c'était José Manuel Barroso. Ça a bien marché.
on avait une division de travail. La commission, bien sûr, était compétente dans certains domaines. Moi, je n'y touchais pas. Il s'agissait, bien sûr, en premier lieu du commerce international, où la commission est l'interlocuteur unique de l'Union européenne, et on est la plus grande puissance commerciale dans le monde. Moi, je m'occupais d'autres domaines. Donc, ça a bien marché. Je constate maintenant qu'il y a des hésitations et qu'il y a même certaines frictions. Il faut les remédier. Il ne faut pas aller à une représentation unique, parce qu'alors on toucherait à cette dualité, disons, profonde de l'Union européenne. Il y a les institutions européennes qui visent l'intérêt général européen en premier lieu, et il y a les États membres. Et les États membres qui partent, bien sûr, chacune d'entre elles, qui partent de point de vue national, mais qui essayent toujours, à partir de cette recherche de l'intérêt national, à trouver aussi une solution qui vale pour tout le monde, qui vaut pour tout le monde et qui sert l'intérêt général européen. Ce sont donc deux approches typiques, très typiques pour l'Union européenne. L'Union européenne, c'est quelque chose de tout à fait spécial. Il ne faut pas comparer l'Union européenne à une autre entité comme la Chine, les États-Unis. Il ne faut pas les comparer, l'Union européenne, à certains de nos États membres. Donc, il y a quelque chose de très spécifique qu'on doit garder. La seule chose qui doit se faire, c'est que, en l'occurrence, le président du Conseil européen et le président de la Commission s'entendent. Et ce n'est pas toujours facile, mais c'est faisable, c'est possible de le faire, et en représentant à eux deux l'Union européenne, qui est la deuxième économie dans le monde, qui est la première puissance commerciale dans le monde, qui joue un rôle extrêmement important au niveau de la politique climatique. On peut le faire aisément à deux si il y a la volonté politique de le faire. Merci. Ce que vous venez de dire sur l'intérêt général, ça me fait un peu penser au sobriquet qu'on vous a toujours donné de horloger des compromis impossibles. On sait que le compromis, évidemment dans le sens de trouver le juste milieu, pas d'un compromis en rabais, c'est un peu dans l'ADN d'un démocrate chrétien comme vous. Mais j'ai l'impression que de nos jours, la politique est devenue de plus en plus une confrontation entre des forces opposées qui ne se parlent quasiment pas. À votre avis, qu'est-ce que le PPE, qui est l'héritier de cette tradition démocrate chrétienne, peut-il faire pour continuer à jouer son rôle de bâtisseur de ponts et justement pour redonner à la politique cette dimension de mission au service du bien commun? Question tout à fait essentielle. Pour moi, la démocratie, c'est une conversation. D'ailleurs, en anglais, on le dit aussi, democracy is a conversation. Donc, dans une conversation, on est à pied d'égalité. On se respecte. Si on ne se respecte pas, on ne se parle pas, il n'y a pas de conversation, il n'y a pas de démocratie. Donc, dialogue, conversation, colloque, etc., ce sont les mêmes mots pour décrire comment fonctionne une démocratie. Et bien sûr, de ce dialogue résulte un accord où tous les partis peuvent se retrouver. Et un accord, c'est ce qu'on peut l'appeler aussi un compromis. Il n'y a rien de honteux à cela. Le compromis, c'est un acte profondément humain. C'est un acte où des gens avec des arrière-fonds, des backgrounds tout à fait différents, essayent de se comprendre et essayent d'agir, essayent de trouver des solutions dans l'intérêt général de tout le monde. Et donc là, c'est dans l'ADN, comme tu viens de le dire, du Parti populaire européen, mais c'est le DNA aussi de la démocratie. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup trop de polarisation, de confrontation, de haine, de la non-volonté de se voir et de s'écouter. C'est extrêmement dangereux.
Je ne dis pas que ça mène à la guerre, mais ça mène à une profonde malaise et ça donne l'occasion à des gens qui ne sont pas si démocratiques qu'ils le prétendent de fausser le jeu, comme on l'a vu le 6 janvier à Capitol Hill. Ça donne l'occasion à certains gens en fait, qui n'aiment pas trop la démocratie à la miner, à la déstabiliser, et en fin de compte, après un certain temps, d'en finir avec ces systèmes politiques. Non, les systèmes politiques démocratiques, comme on le connaît, reposent sur des valeurs. Et les valeurs, la valeur suprême, c'est le respect pour l'autre. Et le respect pour l'autre se montre dans le dialogue. La confrontation, la polarisation, c'est l'opposé du dialogue, c'est l'opposé de la conversation. Et ça ne mène à rien aussi, ça mène à une démocratie qui, en fait, après un certain temps, n'est plus une vraie démocratie. Et donc, je crois qu'on a un rôle très important à jouer, non seulement pour défendre les idéaux d'un parti, mais de défendre les idéaux d'un système politique qui nous est cher et qui nous distingue de pas mal d'autres acteurs globaux, comme la Chine, comme la Russie et beaucoup d'autres, qui ont un système beaucoup plus autoritaire et même autoritaire. Donc c'est une grande différence avec d'autres grands joueurs mondiaux. Merci beaucoup d'avoir rappelé que la démocratie, c'est avant tout le respect de l'autre et le dialogue, qui est la confrontation, ne mène à rien. J'espère que certains leaders d'aujourd'hui vous écouteront. Maintenant, cette conférence sur l'avenir de l'Europe se déroulerait sans doute dans d'autres circonstances si on n'avait pas le Next Generation EU, qui nous offre une occasion unique, mais aussi les moyens financiers, et des moyens financiers sans précédent, pour pouvoir repenser l'Europe du futur. Or, quel est votre avis sur cet accord historique et est-ce que vous pensez que nous avons toujours besoin d'une crise pour pouvoir justement nous mettre d'accord, dépasser nos différences et aller de l'avant ensemble? Malheureusement, je crains qu'on a souvent besoin d'une crise. On doit être honnête. Hein. Mais ceci étant dit, on a su utiliser une crise. Et c'est aussi un grand atout, parce qu'on peut entrer dans une crise et continuer à agir comme dans le passé, ce qu'on ne fait pas. On ne l'a pas fait pendant la grande crise de la zone euro. On a sauvé l'euro, ça a pris du temps, mais on a sauvé l'euro contre tous les avis de cercles internationaux, contre toute la presse internationale, surtout anglo-saxonne, qui avait dit la question n'est pas que l'eurozone tombe, ça c'est clair. La seule question, c'est le moment. Est-ce que c'est avant ou après la Noël 2012? Bien, on a 10 ans après et l'euro se porte très très bien. On a vu ça aussi pendant la crise des réfugiés. C'était aussi une très grande crise. Maintenant, on protège beaucoup mieux nos frontières externes à l'aide de nouveaux instruments qu'on a créés, avec un recrutement de 10 000 gardes-frontières qu'on est en train de mettre sur pied et tout ça. Et pendant la crise du corona, la crise Covid, on a commencé avec ce nouveau instrument de redressement de 750 milliards, dont 390 milliards sous forme de dons, sous forme de transferts non remboursables. Comme tu dis, c'est assez unique. Mais en plus de cela, il ne s'agit pas uniquement du volume. En plus de ça, il y a cette démonstration de solidarité. En fait, on a surtout aidé les parties ou les pays qui sont le plus touchés par la pandémie. L'Italie, la Grèce, l'Espagne, mais aussi la Pologne et d'autres. Ceux qui ont été très touchés par la pandémie, on les a aidés. Et donc, il y a cet effort de solidarité
qui s'est traduit dans ce fonds de redressement avec des moyens financiers très gigantesques, très volumineux, très impressionnants. Mais en plus, il y a encore un autre aspect. On a dit, on va redresser l'économie, mais on ne va pas le faire. On ne va pas le faire comme dans le temps, en construisant des routes, des autoroutes, des ponts, etc. Non, on va tout focaliser sur la transformation numérique et sur la transformation écologique, lutte contre le changement climatique. Et donc, environ, quand on fait le total, environ 60% de ces moyens seront destinés précisément à cette transition numérique et à cette transition climatique. Et là aussi, c'est nouveau. Donc, on a profité de l'occasion, une occasion tragique, la pandémie, à créer quelque chose de tout à fait nouveau, basé sur la solidarité et basé sur une vision sur l'avenir. Donc, ça a été surprenant. Beaucoup n'avaient jamais cru que ce serait possible. On l'a fait. Maintenant, bien sûr, on est en train de mettre tout ça sur pied. On espère qu'en juin, les premiers paiements se feront parce que les projets auront démarré. Donc là, l'Europe a à nouveau montré qu'elle sait saisir le moment et que, disons, elle a la capacité de sortir d'une crise et de sortir d'une crise ensemble. Parce que ça, c'est le grand secret. Il faut, pour toutes les grandes décisions, il faut chez nous l'unanimité. C'est difficile d'avoir l'unanimité. La crise aide à obtenir cette unanimité. Mais on y parvient. Et ça, c'est la bonne chose. On y parvient. Alors, il y a beaucoup de mots-clés qui reviennent comme solidarité, dialogue, respect mutuel, qui sont très importants. Mais là, je vais vous demander un autre mot. C'est la question que nous avons posée à tous nos invités lors de cette série d'entretiens sur l'avenir de l'Europe. Aussi, nous l'avons posée à ceux qui nous suivent sur Instagram. Est-ce que vous pourriez définir en un mot l'Europe que vous désirez pour demain? Un mot me revient toujours. Il se peut que ce soit parce que j'ai été pendant 5 ans président du Conseil européen avec ses 27 premiers ministres et chefs d'État, mais ce mot est unité. Ce mot est unité. Sans unité, on n'est rien du tout. On ne parvient pas alors à se mettre d'accord sur le fonds de redressement. On ne parvient pas à jouer un rôle dans le monde parce que si on est divisé, les autres ne vous prennent pas au sérieux. Ne vous prennent pas au sérieux. Il faut se montrer fort, il faut se montrer solide, comme les 27 pays l'ont fait pendant toute la négociation sur le Brexit. Nos amis anglais, britanniques, pensaient qu'ils seraient devant une union divisée et qu'ils pourraient faire une affaire avec Paris, avec Berlin, que la Commission ne comptait pas, que les petits États, il ne faut pas en tenir compte et tout ça. Ce n'a pas été le cas. Ils ont dû négocier pendant 4 ans avec Michel Barnier, qui représentait les 27 pays. Unité aussi dans la défense de nos valeurs. Si on n'est pas unis sur nos valeurs, eh bien, l'Europe perd de son âme. Et c'est pour ça qu'on a aussi mis sur pied des instruments pour sauvegarder nos valeurs. Certaines aides financières seront liées dans le futur au respect de l'état de droit, au respect de certaines valeurs fondamentales. Parce que l'Europe est une Europe des valeurs et on doit les défendre et les pratiquer d'une façon unanime et d'une façon unifiée. Et c'est un exercice à nouveau difficile, mais on y parviendra. On y parviendra. Donc, unité, pour moi, est un mot clé. Il y a d'autres mots qui sont aussi importants, comme solidarité et autres. Mais si tu me demandes un mot, de faire le choix pour un mot, je choisis pour le mot unité. Merci, c'est un très bon choix. Et donc, merci, Président, pour avoir pris le temps de partager avec nous vos réflexions. Merci aussi du travail que vous continuez à faire pour notre famille politique. Quand on vous cherche, vous répondez toujours présent.
Et pour tous ceux qui nous suivent, merci d'avoir suivi ce nouvel épisode et je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode des Family Talks. Au revoir. Au revoir. Merci.